TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la gestion des finances publiques, la Cour des comptes approfondit les connaissances des élus locaux. Des séances d'information et de sensibilisation ont été organisées à cet effet. Nous irons en début de journal à Dapaon où a eu lieu l'étape finale. Le monde pleure Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix. Les réactions se sont multipliées à travers le monde. Desmond Tutu est décédé à l'âge de 90 ans. Son parcours dans un instant. Et puis, nous allons revenir dans cette édition sur les tableaux de l'artiste peintre togolais Eric Wonanou. L'artiste retrace à travers ses œuvres le parcours de cet être humain sorti de l'Afrique comme proposition divine de l'humanité. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les élus locaux du Togo approfondissent leurs connaissances en matière de finances publiques. La Cour des comptes a amorcé une tournée régionale à cet effet. Ils ont été instruits davantage sur leur rôle et responsabilités dans le processus budgétaire des collectivités territoriales. L'étape finale a eu lieu à Dapaon pour le compte de la région des Savanes. Gérard Lagoutou. 2 ans déjà que 117 communes sont en marche pour la promotion du développement au niveau local au Togo. Mais dans leur fonctionnement, la Cour des comptes du Togo, dont l'une des missions est de juger les comptes des comptables publics, a relevé des irrégularités. Vous payez des mandats sans avoir l'acquis libératoire. Lorsque vous payez des dépenses qui ne sont pas justifiées, lorsque vous décidez de louer le domaine communal à des tiers et que vous faites des contrats, excusez-moi le terme, qui sont imparfaits. Et des fois même, nous n'avons pas trouvé des contrats. C'est suffisamment grave. Les comptables, à la fin de chaque année, voilà la situation financière. Au 1er janvier, voilà la situation d'entrée pour l'année qui va venir. Nous ne trouvons pas tout cela bien fait au cours de nos précédents contrôles. En vue de corriger ces anomalies, des séances d'information et de sensibilisation des acteurs de la gestion des collectivités locales sur leur rôle et leurs responsabilités sont lancées au profit des 117 communes. Présentation de la Cour des comptes, le contrôle des procédures d'élaboration et d'adoption du budget des collectivités territoriales, l'exécution du budget des collectivités territoriales, le contrôle de la gestion et du compte de gestion des collectivités locales et bien d'autres modules sont retenus pour les présents travaux. Il se pose pour la plupart un problème de ressources. Et nous avons senti la nécessité d'accentuer cette sensibilisation auprès des nouveaux maires. Donc, le message est résumé dans cet ensemble d'éléments, la bonne gouvernance locale. L'étape de Dapaon constitue la phase finale de cette campagne de sensibilisation et d'information. Les travaux de cette tournée nationale ont reçu l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Du côté d'Atapamé, dans les plateaux, les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo ont visité certaines parcelles de mise en essai des techniques de production du coton. Des manquements ont été constatés lors de cette visite. Les producteurs sont donc appelés au respect de certaines directives, entre autres la dose d'engrais et la date de semis. Sylvain Abdou. Sur cet espace de 60 hectares acquis par la NSCT, 24 sont utilisés pour la production de semences du coton. 2 variétés sont produites. La variété Stam 129A sur une superficie de 10 hectares et la variété Stam 190 sur 14 hectares. Sur chaque parcelle, des techniques de production. Le respect par exemple de la dose recommandée de l'engrais qui est de 150 kg par hectare et sur d'autres parcelles, 200 kg par hectare pour évaluer la potentialité de réussite sur chaque parcelle. Ces techniques sont ici découvertes par les autorités locales en visite sur les lieux. Nous avons aussi pu voir
du coton semé au temps réel, c'est-à-dire les moments convenus, conseillés par la NST, et ceux qui ont été semés à des moments tardifs. Et la différence est là, flagrante. Et nous voudrions, dans un premier temps, que les cotoculteurs s'arment d'énergie et de volonté et qu'ils écoutent surtout les conseils techniques de la NST. Ici, à Elavagno et à Nyamasila dans l'Est Mounou, certains producteurs ont mis en essai les techniques sur des parcelles données. La conduite d'essai a été faite sur 1,25 hectare à Elavagno. J'ai à tout moment, sur les dates, j'ai respecté les dates dont on nous a dit et j'ai évolué avec ça selon les recommandations. Cette visite de terrain de la nouvelle société cotonnière du Togo et bien d'autres acteurs impliqués dans la promotion de l'or blanc, c'est d'encourager les producteurs et les inviter au respect des itinéraires techniques qui constituent les seuls moyens de réussite de la production. Nous devrons semer dans les périodes indiquées. La densité, l'écartement de semis est très important et que vous faites un bon démarrage, que vous aurez la densité, le nombre de plants qu'il faut à l'hectare. Maintenant, l'apport des engrais, la dose recommandée, vous devrez l'apporter pour que les plantes s'alimentent. Les 60 hectares acquis ici à Sogbala, dans la préfecture de Logou, vont servir de site d'expérimentation où les bonnes pratiques seront enseignées du semis jusqu'à la récolte. Un peu plus au nord, dans le canton de Daoudé, dans la préfecture d'Assoli, le consortium agronome et vétérinaire sans frontières aide la population à renforcer et à préserver la forêt communautaire. Grâce à ce projet, cette corporation mène d'autres activités avec les producteurs sur les techniques agroécologiques pour permettre de bons rendements tout en protégeant les sols. Nestor Mouzou. La recherche des terres, l'une des raisons qui pousse les populations à agresser continuellement les forêts. Dans la mise en œuvre de son projet Gestion durable des terres et des forêts à Daoudé dans la préfecture d'Assoli, le consortium AVSF, Agronome et Vétérinaires sans frontières, fait la promotion des pratiques agroécologiques. Il recourt à plusieurs techniques, notamment dans la lutte contre l'érosion des sols. Nous faisons appel aux pratiques de construction des ouvrages anti-érosifs, les mises en défense. Nous les accompagnons à réaliser les constructions en gabion pour réparer les ravines, les cordons pierreux, pour ralentir le ruissellement de l'eau, donc pouvoir aider à la récupération du sol. Là où il n'y a pas les moellons, là où il n'y a pas trop de cailloux, nous les accompagnons à faire des bandes enherbées pour jouer le même rôle de restauration, de récupération des sols. Outre les pratiques pour éviter l'érosion des sols, AVSF met aussi l'accent sur les techniques de fertilisation. Au niveau du maraîchage, nous accompagnons les communautés à pratiquer le maraîchage écologique. Nous les accompagnons à planter des arbres fertilitaires sur les sites de façon à ce que, avec l'ombrage, on puisse diminuer la transpiration au niveau des plantes, qu'on puisse garder le plus longtemps possible l'humidité, mais que la biomasse aussi produite puisse aider à fertiliser le sol. On les accompagne à utiliser les macérés de Nîmes, les extraits de aïe et autres, donc les biopesticides pour contrôler les ravageurs. Et nous les accompagnons à faire du ZAI, c'est un système de production qui permet aussi de gérer et les fertilisants et l'humidité à travers des systèmes de casirage. Un noyau de producteurs a été formé afin qu'ils constituent des animateurs et accompagnent les communautés à implémenter les techniques apprises. Le projet Gestion durable des terres et des forêts est financé par l'Union européenne à travers le PALCC, programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Nous allons nous intéresser à présent à un projet qui aujourd'hui fait le bonheur des jeunes à travers le Togo. Le projet d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, mis en œuvre par le gouvernement dans toutes les régions du pays. Les bénéficiaires ont su tirer profit de leur engagement. En 4 ans d'activité avec le projet EJV, l'expérience n'a pas été du tout décevante. Pierre Soussoupo et Dodo Aré. Ils sont identifiables par leurs gilets et casques les jours de leurs travaux communautaires. Des jeunes engagés volontairement pour le développement de leur communauté. On les retrouve dans les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Un cadre formel d'accès à des emplois temporaires rémunérés créé par le projet d'opportunité d'emploi aux jeunes vulnérables EJV. En 4 ans, 200 villages à travers les 5 régions du pays ont été touchés par le projet. Il visait des jeunes peu ou mal intégrés dans le tissu socio-économique national. Il a offert des opportunités d'emploi. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEP, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital. Et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. Tous ces ouvrages ont été réalisés dans le délai par ces jeunes engagés au service du développement de leur communauté. Dans ce village de Okama dans les plateaux, ce bassin construit par le groupe des 70 jeunes sélectionnés est une importante source de revenus de la communauté. Avec les retenues d'eau, on a pris les tuyaux 100 aux étangs. Donc avec les étangs maintenant, on a les regards. Cela veut dire que chaque étang est indépendant. Aujourd'hui, le village reçoit la visite d'une mission d'évaluation du projet. Okama va être cité parmi les bons exemples à suivre. Avant, je fais Akwan et Soga. Mais maintenant, je fais les choses ajoutées encore. C'est ANADEP avec le bac mondial qui m'a aidé de faire tout. J'achète maïs, j'achète Soga, le mil et je vends garé avec sucre. Le volontariat communautaire, c'est aussi 116 km de pistes rurales construites sur l'ensemble du territoire à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il a aussi favorisé l'inclusion sociale, l'harmonie et la paix. Des résultats sur lesquels les élus locaux pourront capitaliser pour répondre aux défis de développement de leur commune. Et le projet d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV prendra donc fin le 31 décembre 2021. 14 000 jeunes en ont bénéficié sur toute l'étendue du territoire togolais. Voilà qui est dit. Actualité hors du Togo, en Afrique du Sud, la mort de Desmond Tutu, un être humain extraordinaire et une inspiration. Les réactions se sont multipliées à travers le monde. L'icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix est décédé à l'âge de 90 ans. Son portrait. Un optimiste, un enthousiaste dans l'action publique, un combattant pour la liberté, capable d'entraîner avec lui tout un stade. Levons nos mains et disons-le, nous serons libres, tous, noirs et blancs ensemble, car nous marchons vers la liberté. Charismatique archevêque du Cap. Premier chef noir de l'église anglicane d'Afrique du Sud, Desmond Tutu devient une icône pacifiste de la lutte anti-apartheid. La ségrégation raciale, aussi immorale et antichrétienne que le nazisme, martèle l'archevêque au président Reagan, accusé de soutenir le régime de Pretoria. Desmond Tutu reçoit le prix Nobel de la paix en 1984. Il est un soutien inconditionnel de Nelson Mandela, libéré en 1990 après 27 ans de prison. Premier président noir élu au suffrage universel en Afrique du Sud en 1994, Mandela lui confie la difficile mission d'enquêter sur les crimes commis et de réconcilier bourreaux et victimes. À la tête de la commission Vérité et Réconciliation, Desmond Tutu voit défiler les témoins des violations des droits humains. Deux consciences morales et une ambition commune, une nation arc-en-ciel multiraciale. Nous le promettons à Dieu. Nous suivrons l'exemple de Nelson Mandela. À son tour, le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, distingue le leader spirituel, symbole de bienveillance et d'espoir au-delà des frontières de son pays. De fait, Desmond Tutu est resté actif bien après sa retraite. Jamais il n'a transigé avec sa liberté de parole. Toujours, il a gardé ses distances vis-à-vis de l'ANC, le parti au pouvoir, à la dérive.
peu de gens résistaient à l'homme chaleureux et de tempérament facétieux. Mais Desmond Tutu ne faisait pas l'unanimité dans son combat pour le suicide assisté. Il en était conscient. Il s'était érigé contre l'homophobie et militait également pour la lutte contre le réchauffement climatique. En octobre dernier, au bras de son épouse, il s'était déplacé pour aller voter. Vive émotion au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré décrète un deuil national de 2 jours après la nouvelle attaque terroriste dans la région de You, dans le nord du pays. Une attaque qui a fait au moins 41 morts, parmi lesquels des civils et des supplétifs de l'armée. Beaucoup le considéraient comme un héros de la résistance civile. Ladji Yoro a été enterré avec les honneurs ce dimanche et décoré de la plus haute distinction du pays. Mais les hommages, eux, affluent depuis des jours. Nous avons malheureusement perdu à cette occasion, en tout cas, un patriote, un digne fils en tout cas du pays qui était au devant de la lutte. C'est des symboles forts que les attaques ciblent. Donc si les symboles forts tombent, c'est déplorable. Soumaïla Ganamé, de son vrai nom, était membre des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée qui se battent contre les groupes armés sévissant dans le nord du Burkina. Jeudi, en escortant un convoi commerçant entre Waïgouya et Titao, Ladji Yoro et ses hommes tombent dans une embuscade. Les autorités parlent d'abord de 4 morts, puis une vingtaine, avant de donner en catimini samedi ce chiffre final de 41. Cette attaque djihadiste est la plus meurtrière depuis celle d'Inata mi-novembre, où 57 personnes, dont 53 gendarmes, avaient été tuées. Un nouveau revers pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Comme chacun choisit de faire sa gouvernance comme il veut, toujours est-il qu'à un moment donné, le peuple saura prendre sa responsabilité pour que ça s'arrête. Voilà. Quels sont ceux qui sont autour du président qui ne font pas leur travail pour que nous soyons tous les jours endeuillés? Depuis des semaines, les VDP alertaient les autorités sur la pression croissante exercée par les groupes armés dans le Nord. Une insécurité grandissante qui exaspère de plus en plus la population. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19. En France, les autorités sanitaires ont annoncé samedi avoir enregistré 104 611 nouvelles contaminations par le Covid-19. Ce nombre de cas quotidiens est sans précédent dans le pays depuis le début de la pandémie, des chiffres gonflés par le variant Omicron. Pendant ce temps, les personnels soignants d'un hôpital de la région parisienne disent leur épuisement psychologique à soigner des patients non vaccinés dont l'hospitalisation aurait pu être évitée. En France, un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi pour évaluer la progression fulgurante des contaminations au variant Omicron. Dans cet hôpital de la région parisienne, le service de réanimation arme de nouveaux lits pour parer à l'éventualité d'une vague de patients après le Nouvel An. L'activité a été soutenue tout le temps et que malheureusement maintenant le personnel est fatigué, les gens ont une certaine lassitude et effectivement on est dans une situation où il faut savoir gérer les équipes et se préparer à d'autres vagues dans une vision pas ponctuelle mais sur le long terme. Les 7 patients Covid du service réanimation sont tous relativement jeunes et non vaccinés. Selon les infirmières, ce n'est qu'une fois qu'ils sont en grande détresse respiratoire que les malades regrettent ne pas avoir été vaccinés. C'est démoralisant. On n'a pas fait ce métier pour faire que du Covid. On n'a pas fait ce métier pour être exposé à cette maladie. D'autant plus que c'est des patients qui finalement ne sont pas vaccinés et ne veulent pas vraiment de soins. Donc c'est épuisant psychologiquement de se battre pour tenter de soigner des gens qui prennent des lits de réanimation alors que ça pourrait être évité. Pour freiner le risque d'une vague d'hospitalisation, le ministère de la Santé a ramené à 4 mois le délai entre la dernière injection du vaccin et la dose de rappel. Actuellement, la moitié des Français qui sont éligibles ont reçu une dose de rappel.
Le Togo non plus n'est pas sorti de l'auberge. À ce jour, dimanche 26 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 28 268, 276 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 052, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1970 et le nombre de décès est de 246. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Environnement et l'érosion côtière, la mer qui avance de 10 mètres par an sur 30 km sur le littoral, le phénomène devient récurrent et nécessite des actions concrètes, l'implication des riverains eux-mêmes pour accompagner les efforts du gouvernement. Antoinette Omao, Vovor. Bodjomé, Akpagliputa, terre des pêcheurs, l'un des plus vieux villages dans les lacs. Depuis plusieurs années, ces vagues ont avancé obstinément et englouti plusieurs maisons. Le vieux Tossou vivait ici il y a 30 ans déjà. L'érosion côtière a effacé tout souvenir de son royaume d'enfance. La mer nous a engloutis. C'était un village avec des maisons. Moi-même, j'avais un lot et demi et j'ai construit 8 chambres. Ma maison est dans la mer. Nous avons 2 cimetières. Nous étions obligés de les faire déplacer ailleurs. Regard impuissant et interrogateur, M. Kossi Hamelo fait partie de ceux que la mer a déplacés. Sa maison familiale qui se situait ici est complètement engloutie par l'océan. Nous sommes nés ici. La mer avançait petit à petit. Elle a englouti la première route des maisons. Nous avions des cocotiers et on y cueillait des noix de coco. Nous nous sommes déplacés et à chaque fois la mer nous renvoie. Pour protéger les populations du littoral, des épis-puits ont été mis en terre sur une distance de 7 mètres. J'étais ici avec mon domicile quand la mer a commencé par avancer. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire comment fuir. Et puis après, je me suis dit, bon, on peut tenter quelque chose. On a fait toutes les tentatives. Nous avons beaucoup travaillé avec les femmes du village et avec aussi les paysans, les pêcheurs, qui ont montré beaucoup de bonne volonté. Mais on pouvait progressivement faire des puits. Et les puits ont l'avantage d'être foncés par les artisans locaux. On le pose, on rentre dedans, on enlève le sable et ça descend de soi-même. Donc c'est ce principe que nous avons retenu. Donc nous les avons posés côte à côte et on les a foncés jusqu'au substratum solide. Ces épis-puits sont également implantés dans 5 autres villages le long de la côte. Et c'est grâce au programme de gestion du littoral ouest-africain Waka Rezip Togo avec l'appui de l'UEMOA. L'UEMOA est une institution économique. C'est 5,3% du PIB de l'UEMOA qui est menacé à travers l'érosion côtière. Et c'est 500 000 familles par an qui sont impactées par la question de l'érosion côtière. Aujourd'hui, nous avons harmonisé les textes de manière à agir, à faire ensemble. Et cela aussi, ce n'est pas négligeable. Sur 6 sites, pareil, nous avons fait ce genre de protection où aujourd'hui, un certain nombre d'enjeux sont protégés contre les érosions. Pour ce qui concerne la protection à long terme, qui va de Aboudrafort jusqu'à Sambikonji, bon, c'est un segment transfrontalier qui va jusqu'à Grand Popo. Donc nous le co-gérons avec le Bénin et par rapport à ça aujourd'hui, nous avons des travaux qui vont imminemment commencer. Le projet Waka, en fait, c'est une réponse durable que le gouvernement veut apporter au phénomène d'érosion. C'est-à-dire que les ouvrages qui vont être mis en place, c'est des ouvrages qui nous permettront d'arrêter, du moins dans le segment qui est concerné, de façon durable le phénomène d'érosion. Donc nous parlons des ouvrages qui vont durer jusqu'à 30 ans, qui permettront, du moins pendant cette période-là, de stabiliser les populations. Déjà, d'autres projets sont en cours pour protéger la côte togolaise contre l'érosion côtière, mais seulement
vont-ils résister à la colère des vagues? Agriculture et cette exposition de tableaux peints dans le hall de la mairie de Tchaoudjo 1, des chefs-d'œuvre qui portent la signature de l'artiste peintre Félix Kouan. Désiré Aloy. Le hall de la mairie Tchaoudjo 1, garni d'œuvres d'art. L'exposition vient de l'artiste Félix. Je vous assure que j'ai mes opinions personnelles, mais ce que moi je vois d'ordre général, il a utilisé tout ce qu'on a en Afrique pour faire ses œuvres. Mais ce que je constate personnellement, vous allez constater qu'il pouvait faire tout ceci en une pièce constante, uniforme, mais il a défragmenté les calebasses. Si on prend par exemple l'Afrique là, les traits de frontières entre les pays, ça ne nous impacte pas tellement. Mais ici, voir qu'on peut enlever un pays dedans, sur ce continent, ça montre en quelque sorte la façon dont l'Afrique a été déchirée par l'histoire. Et ça traduit en quelque sorte cela par la tristesse dans les yeux, dans le visage de cet enfant-là, qui illumine un peu la tristesse de toute la population africaine. L'idée est la promotion de la culture, une richesse touristique, facteur de relance économique. Avoir une exposition qui varie de celle que nous avons donc dans le service de conservation, ça ne fait que nous réjouir par rapport donc au travail qui est fait et à l'expression donc qui est faite. Félix, par ses œuvres, vient faire valoir l'art africain. Objectif, amener les services publics et privés à décorer leur cadre. Ces œuvres ont beaucoup d'enseignements. Nous allons voir l'humilité. Je parle également de la richesse de l'Afrique. L'Afrique considère pour moi comme une grande mine d'or. Il y a de quoi réfléchir et rendre le lendemain plus meilleur. Un vernissage avec finesse qui ressort la beauté pour en définitive susciter la consommation de l'art local et donner goût de vivre aussi à travers l'art. Une autre exposition d'œuvres d'art pour terminer, celle de l'artiste peintre Eric Wonanou à Lomé, une véritable réflexion sur le parcours de cet être humain sorti de l'Afrique comme proposition divine à l'humanité. Eric Wonanou expose ses chefs-d'œuvre sous le thème « A Long Way From Home » ou la très longue marche du peuple noir. Sandra Agboche, Gerson Dovo. Du black and white pour nuancer la longue marche des peuples africains. Des siècles d'attente matérialisés par l'artiste peintre Eric Wonanou en quête d'universalité pour ses œuvres, d'où d'ailleurs ce titre en anglais, A Long Way From Home. J'avais d'abord le titre en français, La très longue marche du peuple noir, et j'avais envie de l'annoncer d'abord en anglais puisque je veux m'adresser au-delà du monde francophone. Et donc je me suis rappelé de cette chanson, A Long Way From Home, qui se rapprochait davantage dans le fond de ce que je veux raconter dans cette exposition. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de sa maison et qui marche, qui se cherche. Enlevé d'Afrique par l'esclavage, le peuple noir s'est éparpillé à travers le monde. Une histoire à raconter des siècles et des siècles après, avec toujours un peu de pointe d'amertume. C'est cette histoire où, un beau matin, notre destinée a changé il y a quelques siècles. Nous étions tranquilles sur nos côtes en train de faire notre façon de vivre et notre histoire, notre rencontre avec le monde extérieur a changé complètement notre destinée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cette marche-là que j'interroge, donc esclavage dedans, les différentes migrations, les soubresauts politiques, essentiellement aussi notre rapport au divin. Justement, très présente dans les œuvres d'Eric Wonanou, les divinités. Illustration, ces têtes d'hommes, les yeux tournés vers le ciel. Une relation avec le très haut, d'ailleurs, interrogée, questionnée par l'artiste, en quête d'identité en tant que chrétien animiste musulman. Autre trait caractéristique des œuvres d'Eric, les formes exagérées des êtres représentés. En définitive, une exposition chargée d'histoire et de croyances. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début de semaine et à très prochainement.